donc le réseau PAN. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pourquoi et comment protéger la biodiversité? Quelle est la nécessité d'entretenir les espèces végétales et animales? C'est de cela aujourd'hui que nous allons parler dans 10 questions en compagnie de Monsieur Mamadou Diawara de l'ONG Guinée Écologie. Bonsoir, Monsieur Diawara. Bonsoir, madame. Vous dirigez l'ONG Guinée Écologie qui est spécialisée dans la lutte pour la biodiversité et la protection de l'environnement en Guinée. Comment se porte la biodiversité en Guinée? Quel est votre constat? Merci beaucoup, madame, de cette question. Merci à vos auditeurs. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi important qui est la conservation de la biodiversité et aussi la protection de l'environnement. Notre constat, je veux dire, sur cette question, est qu'aujourd'hui, l'environnement en République de Guinée est assez menacé à travers plusieurs facteurs. Vous pouvez le constater en faisant juste un tour, que ce soit à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays. Les facteurs qui concourent à cette dégradation sont situés à plusieurs niveaux. D'abord, c'est au niveau politique, c'est-à-dire que nous n'avons pas un cadre juridique qui soit aussi consistant pour pouvoir limiter les impacts sur l'environnement, mais aussi la biodiversité. Nous avons les codes qui sont élaborés, mais ces codes-là souffrent de textes d'application, ce qui veut dire que il y a une faiblesse au niveau de leur application. Au niveau de la gestion, vous savez que la Guinée est un pays à potentiel minier, mais aussi agricole. Donc, il y a de grands projets miniers qui sont lancés. Il y a aussi des grands projets hydroélectriques, mais aussi agricoles. Et ces projets ne sont pas sans impact sur l'environnement et la biodiversité. Donc, le constat que nous portons sur ça, c'est qu'au niveau également de l'aménagement du territoire, nous constatons une forte urbanisation des espaces protégés et des espaces également dédiés à la conservation des écosystèmes sensibles. Si vous regardez en périphérie de Conakry, pratiquement il y a une forte occupation du littoral. Le littoral est bradé, comme on dit. Voilà, est assez piétiné à cause de grandes infrastructures immobiliers qui sont construites dans cet espace. Et à l'intérieur du pays, nous avons des pratiques agricoles parfois qui ne sont pas assez environnementales, parce que les gens utilisent jusque-là des pratiques traditionnelles, c'est-à-dire de l'agriculture itinérante. Donc chaque année, il y a des défrichements d'importantes superficies de forêts naturelles pour l'agriculture, parfois des défrichements qui ne sont pas totalement mis en valeur. Et aussi, nous avons une surexploitation des ressources de biodiversité. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut que des dispositions soient prises à ce niveau pour que ces impacts soient freinés. Ça veut dire que le constat est assez amer, mais pour nous, profanes, qui ne savons pas, dites-nous quelle est la nécessité de protéger la biodiversité. Pourquoi on devrait s'investir à protéger la biodiversité en Guinée? C'est évident pour nous de protéger la biodiversité parce que c'est important pour nous, ça y va dans l'intérêt des nations. Pour rappeler un peu, vous avez compris, avec l'apparition de la pandémie de Covid-19, nous sommes rendus compte que les nations sont vulnérables parce qu'on est rattaché à nos écosystèmes, que ce soit du point de vue alimentation, que ce soit du point de vue médecine. Et la dégradation de ces écosystèmes et de la biodiversité entrave sérieusement à la survie de l'être humain. Et aujourd'hui, ces écosystèmes luttent pour nous contre les effets néfastes du changement climatique, notamment des inondations. Vous avez les mangroves ont un rôle essentiel dans la lutte contre les érosions côtières, dans la lutte contre les inondations et autres catastrophes qui peuvent surgir dans la zone côtière.
aussi pour ce qui concerne les autres éléments de la biodiversité. Je le disais, vous pouvez noter la fourniture de médicaments parce que il y a longtemps, nos parents ne vivaient pas de médecine moderne, c'était de la médecine traditionnelle. Ça veut dire que toute maladie que vous avez dans cette vie a ses remèdes dans la nature, sauf que si on l'ignore, mais la nature est de telle sorte qu'elle offre tous les services dont que l'homme a besoin. Très bien. Monsieur Diawara, vous avez tout à l'heure effleuré la question. C'est par rapport à la dégradation de l'espace côtier guinéen. Est-ce que la destruction de la mangrove, récemment on a vu, vous avez tenu une activité dans ce sens. Comment aujourd'hui peut-on envisager de protéger la mangrove? Bon, c'est à plusieurs niveaux que nous pouvons le faire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord au niveau politique, il faut une vraie volonté politique pour pouvoir protéger cet écosystème qui est très sensible et très vulnérable. Il faut un cadre juridique assez consistant, comme je le disais. Donc, il faut que les codes que nous avons aient des textes d'application pour que leur application soit effective. Donc, il y a également la contribution des autres partenaires, c'est-à-dire des organisations de la société civile, des ONG, mais aussi des médias, pour que nous puissions éduquer des gens, puissions sensibiliser, puissions faire des plaidoyers en faveur de la protection de cet écosystème. Mais aussi, il faut une forte implication des communautés locales. Vous savez, les communautés locales jouent un rôle essentiel dans la conservation et dans la protection de l'environnement, parce que c'est elles qui utilisent tous les services écosystémiques fournis par les écosystèmes. Donc, il faut que ces communautés soient renforcées en capacité, mais aussi dotées de moyens techniques et matériels leur permettant d'exercer des activités génératrices de revenus sans entraver à l'intégrité de l'environnement, mais aussi de l'écosystème côtier surtout. Vous savez, l'écosystème côtier est assez vulnérable, je le disais, parce que il y a beaucoup d'installations d'infrastructures en zone côtière. Notamment, il y a des ports, que ce soit les grands ports comme les ports de transport de minerais, de bauxite, de fer, etc. Mais aussi, il y a des infrastructures routières qui sont aussi installées en zone côtière. Il y a des infrastructures aussi hydroélectriques, je le disais. Il y a l'agriculture en zone de mangrove. Donc, tous ces facteurs concourent à la dégradation de cet écosystème. Et aussi la pêche que vit essentiellement ou principalement les communautés côtières demande de grandes quantités de bois pour faire le fumage. Il y a des activités comme la saliculture. Donc, toutes ces activités doivent être réfléchies et les communautés doivent être accompagnées dans la réalisation de ces activités sans pour autant entraver comment on appelle ça, à l'intégrité de cet écosystème. Et il n'y a pas que les espaces côtiers qui sont fortement menacés par l'activité de l'homme. À l'intérieur du pays, il y a également l'exploitation des forêts. Bien sûr, à l'intérieur du pays, il y a l'exploitation des forêts. Si vous parcourez aujourd'hui de Koya jusqu'à Yomu, vous allez constater de grandes menaces sur nos forêts naturelles. Pratiquement, ces forêts tendent à disparaître. Nous avons plus de forêts secondaires maintenant, de jachères, que de forêts naturelles. Ça, c'est plusieurs facteurs. En Guinée forestière, aujourd'hui, avec le développement des plantations pérennes, comme de l'évia, de palmier à huile, etc., ces habitats naturels sont de plus en plus dégradés. Il y a aussi la coupe du bois. Nous sommes dans cette actualité d'ailleurs où le ministère de l'Environnement a pris des dispositions contre des personnes qui sont impliquées dans le trafic du bois qui a été saisi tout dernièrement, notamment dans la région de Mamoung et de Farara. Donc ça, ce sont des impacts qui concourent à la dégradation d'une ressource forestière.
Il y a également une autre question que je voudrais évoquer avec vous, c'est la question du braconnage. Ailleurs, on entend souvent parler, la question est cruciale. Est-ce que en Guinée également il existe le braconnage? Quelle en est l'ampleur? Oui, il en existe bien sûr ce fléau malheureusement qui affecte notre biodiversité. Aujourd'hui, vous pouvez entendre le nom de certaines espèces que vous ne pouvez pas avoir la chance de voir maintenant. Ça, c'est suite à ces actions néfastes sur la biodiversité, notamment le braconnage. Il n'y a pas que 2 ans ou 3 ans, je ne me rappelle pas exactement, il y a des personnalités qui ont été impliquées dans ces activités aussi néfastes, notamment le braconnage et le trafic des espèces menacées aussi d'extinction. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une espèce particulière qui est fortement menacée? Bien sûr, il y a plusieurs espèces qui sont menacées d'extinction ou de disparition. Je peux vous citer quelques-uns. Il y a, par exemple, quand vous prenez la zone herpétologique, que beaucoup d'entre nous d'ailleurs n'a pas connaissance parce que les gens estiment que cette frange animale n'est pas aussi considérable, alors que nous avons des espèces assez importantes qui sont endémiques voilà, de la Guinée et dont leur habitat restreint est assez menacé. Il y a une espèce de gecko qui est mal connue, mais qui a été découverte en 2012 et dont des études assez poussées ne sont pas menées encore pour pouvoir comprendre réellement quelle est son étendue en termes d'habitat, mais aussi quelles sont les menaces réelles qui sont sur ces espèces. Il y a aussi des félins, notamment des lions, des panthères, qu'aujourd'hui, il est très rare de rencontrer et dont on estime d'ailleurs que ça a disparu en Guinée, sauf que il y a quelques années, en Moyenne-Guinée, il y a des pistes de photos d'un lion qui a été observé dans la zone du Mouembafi. Donc ça, ce sont des espèces qui tendent vers la disparition dans notre pays. Mais aussi, nous avons les éléphants, bien sûr que nous avons à la frontière entre la Guinée et le Libéria, mais aussi, si les dispositions ne sont pas prises, tentent d'aller vers le Libéria et donc perdre notre patrimoine naturel, comme je peux l'appeler. Oui, donc ça, c'est voilà, de faune. Donc ça, il faut que nous prenions ces dispositions. Nous avons aussi des vautours, aujourd'hui, qui sont assez menacés parce que ce sont des espèces également qui sont recherchées par des trafiquants qui font le trafic des organes de ces espèces. Peut-être qu'en guise de témoignage, on pourrait citer ici même à Conakry la zone de Demoudoula qui a perdu le sens de son nom. La forêt n'existe plus, les singes qui étaient, on ne les rencontre plus, le marigot on ne le voit plus. Oui, ça c'est des éléments assez palpables que nous pouvons observer. Ça c'est de nom, parce que si les premiers occupants de cet espace vont vous dire qu'ils cohabitaient avec des singes, ils cohabitaient avec beaucoup d'autres espèces qui étaient là, mais à cause de la forte pression urbanisation, les espèces là ont fini par disparaître dans la zone. Donc ça sera le cas dans d'autres forêts naturelles qui sont à l'intérieur du pays. Si nous continuons dans cet élan, nous finirons par perdre notre patrimoine. Monsieur Gawara, avant de terminer, je voudrais que l'on évoque la possibilité de lutter en deux temps. D'abord au niveau, comme vous l'avez dit, politique. Comment faire pour qu'il y ait une gestion intégrée des ressources? En introduction, vous avez parlé des ressources minières, des ressources en eau et des ressources forestières. Comment peut-on parvenir à une gestion intégrée de nos ressources naturelles? Oui, je l'avais dit à l'entame un peu, mais je vais m'appesantir là-dessus pour clarifier un peu la lanterne. Au niveau politique, comme je le disais, vous savez, au niveau international, nous avons des conventions déjà que nous avons signées. Et ces conventions, dont certaines sont contraignantes. Et
il faut que ces conventions aussi soient traduites dans notre cadre juridique national pour que cela aussi soit contraignant. Parce que au niveau international, nous avons beaucoup d'entreprises actuellement qui convoitisent notre ressource minière. Et la plupart des entreprises ne sont pas des entreprises qui sont affiliées à des organisations comme la Banque mondiale, la SFI, qui a des normes de performance qu'elle assigne à toutes les entreprises qui prêtent de l'argent avec elle. Mais ces entreprises qui ne sont pas des entreprises qui ont pris l'argent de la SFI ne sont pas dans l'obligation de respecter les normes de performance de la SFI. Donc, il faut que ces normes de performance, par exemple, soient intégrées dans notre cadre juridique pour que nous puissions amener ces entreprises à aussi respecter cela. Je sais qu'il y a des efforts qui déjà sont en train d'être menés là-dessus. Nous avons des directives des études d'impact environnemental et social qui obligent toutes les entreprises à faire des études d'impact environnemental et social avant de s'installer, pour que ces études d'impact environnemental puissent ressortir un plan de gestion environnementale et sociale que les entreprises doivent être dans l'obligation de mettre en œuvre pour que nous minimisons les impacts sur la biodiversité et les écosystèmes. Il y a aussi un document assez important élaboré par le ministère de l'Environnement au cours de laquelle Guinée Écologie et d'autres partenaires comme Biotop ont contribué à la rédaction. Notamment, c'est la stratégie nationale de réduction des impacts sur la biodiversité et les écosystèmes. Cette stratégie également interpelle tous les acteurs à appliquer la hiérarchie d'atténuation. C'est-à-dire, pour toute activité que nous devons mener, il faut qu'on commence par éviter les impacts que l'activité peut avoir sur la biodiversité et les écosystèmes. Donc, si toutefois nous ne pouvons pas éviter, il faudrait qu'on prenne des dispositions pour pouvoir atténuer ces impacts. Et si nous faisons de l'atténuation, il y a toujours des impacts résiduels qui restent. Donc, il faut compenser ces résiduels pour que nous puissions aller vers une perte sans perte nette de la biodiversité. Sinon, aller vers un gain net de biodiversité. D'où certaines initiatives de reboisement tant par des entreprises mais aussi par des ONG telles que la vôtre. Mais au-delà du reboisement, c'est là maintenant que je veux parler du deuxième aspect de la question. C'est au niveau local, nous-mêmes, à l'échelle d'une famille, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger la biodiversité? Bon, au niveau des familles, au niveau local, il y a, je le disais, il faut fortement que les communautés locales s'investissent dans la préservation de la biodiversité, parce que ça y va dans leur intérêt, parce que cette communauté est beaucoup rattachée aux services écosystémiques que fournit la nature. Donc, il y a beaucoup d'autres actions que nous pouvons faire, notamment au niveau local, pour que nos actions ne puissent pas entraver la biodiversité, mais aussi l'environnement de façon générale. Nous pouvons aller vers, comme je le disais, l'application des bonnes pratiques dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans l'agriculture. Il y a des pratiques assez respectueuses de l'environnement que nous pouvons faire pour pouvoir produire du riz ou autres activités agricoles. Notamment aussi dans la pêche. Il y a des pratiques de fumage qui ne demandent pas assez de bois, sinon moins de bois. Et aussi dans la saliculture, il y a par exemple l'application du sel solaire, dans lequel beaucoup de communautés côtières ont été formées. Mais les gens ont la réticence d'aller vers ces pratiques et le changement de comportement parfois est difficile. Mais il faut que les gens petit à petit puissent comprendre cela. Mais aussi pour que nous puissions inculquer le changement depuis la source, il faut qu'il y ait de l'éducation environnementale, que l'État intègre les questions d'éducation environnementale dans les écoles, la citoyenneté aux gens, parce que les gens pensent que jeter par exemple un plastique dans la nature, c'est quelque chose de banal. Ils ne pensent pas aux conséquences que cela peut avoir. Et aussi dans les familles, il faut que les chefs de famille
puissent apprendre aux enfants les bons comportements vis-à-vis du milieu naturel. Nous le constatons que quand les parents s'investissent dans ce sens, si vous partez dans les villages, les enfants ne partent pas les interdits dans les villages parce que dès leur bas âge, les parents les éduquent à cela. Donc, il faut qu'on en fasse de même pour aussi les questions environnementales, que les parents aussi jouent leur rôle d'éducateurs pour leurs enfants, de les encadrer et de les éduquer la citoyenneté, le bon comportement vis-à-vis de la nature. Très bien, Monsieur Diawara. Je rappelle que vous êtes président de l'ONG Guinée Écologie. Vous répondiez à nos questions aujourd'hui concernant la protection de la biodiversité. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je rappelle que je suis directeur exécutif. Nous avons un président qui est au conseil d'administration. Moi, je suis le directeur exécutif de Guinée Écologie. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup, Madame. Au revoir.